Je me suis jamais fait aussi peu draguer que depuis qu'il y a la fame. C'est pas vrai. Rembourser la fame, vraiment. Rembourser la fame. Est-ce que c'est important pour toi de fréquenter des gens qui sont parfois à l'opposé de tes convictions politiques ? Non, c'est foutu globalement, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de se battre. Je suis sur Ritaline actuellement, ça se voit ou pas? Est-ce que tu sais ce que fait dans la vie Guillaume Séchet ? Beaucoup de lessive, je sais pas. C'était mieux après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'était mieux après, le podcast qui vous réconcilie avec l'avenir, rien de moins. Moi c'est Lou, je suis rédacteur en chef de Vert, ou Vert le média sur les réseaux, un média qui vous raconte toute l'actualité avec le prisme de l'urgence sociale et écologique, et ça on le fait sur notre site internet, dans des newsletters ou sur les réseaux sociaux. Un média qui vous donne des infos et de la force, et qui vous fait danser sur les bonnes nouvelles tous les dimanches. Et dans ce nouveau podcast à succès, je recevrai tous les 15 jours des scientifiques, des artistes, des intellectuels, bref, des gens qui font des choses pas banales, et qui essaient de faire en sorte que demain ça ira bien, peut-être. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va parler d'engagement, d'hétérosexualité, de karting, de tournesol, de patronyme, et même de François Bayrou, avec un homme qui est multiple, à la fois chuchoteur, enquêteur, consultant, sensation des internets, tantôt de droite, tantôt ultra-wokiste. Il porte même plusieurs noms, puisque selon où vous le croiserez, il s'appellera ASMR Politics, Maël Coutan ou Le Tréma. Maël, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci, je suis particulièrement content de te recevoir parmi les tout premiers invités ever de ce podcast, parce que notamment, alors déjà je suis un fanboy comme tous les gens qui consomment tes vidéos, et aussi parce que le public de Vert te connaît un petit peu, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble et on regardera ça tout à l'heure. Mais avant toute chose, je voulais mener une enquête et je voulais trancher cette question que tout le monde se pose. Pourquoi ce surnom Le Tréma ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un tréma à Maël ? J'adore ta perspicacité. C'est juste ça ? Oui, et surtout, en fait, ça vient du fait que quand les gens écrivent mon prénom, ils oublient très souvent le tréma. D'accord. Parce qu'apparemment, c'est un caprice, je sais pas. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, au lieu de l'oublier, pour pas que vous l'oubliez, ça va être mon nom. Donc t'en as fait un étendard, quoi. Voilà. À la base, c'était même Le Tréma Bordel. Mais avec le temps, je me suis assagi. Pour la découvrabilité. Ok, donc moi je m'appelle Lou avec un P, donc peut-être il faudrait que je me fasse appeler Le P, quoi. Non, ça marche pas du tout, ça, on va pas m'appeler Le P. Et d'ailleurs, toi qui es spécialiste du sujet, parce qu'on se pose vraiment les vraies questions dans ce podcast, tu peux nous dire pourquoi il n'y a pas de tréma sur le tréma ? Ah, bonne question. Et moi, c'est un gros regret. On va s'adresser à l'Académie française. Du coup, c'est un tréma et pas un tréma. Mais oui, je suis d'accord. Et j'ai pas la réponse à ça, malheureusement. On enverra un courrier à Alain Finkielkraut. Aujourd'hui, on te connaît surtout pour ta série « Est-ce que les hétérosexuels vont bien ?» Évidemment qu'on va y venir. Mais avant ça, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux sous un autre blaze, ASMR Politics. Alors pour celles et ceux qui ont fait un blackout pendant toutes les années 2010 ou qui n'étaient pas nés, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'ASMR, rappeler ce que ça veut dire et peut-être à quoi ça sert ? Alors, l'ASMR, ça sert... Enfin, il faudrait demander aux gens qui sont sensibles, parce que, spoiler, je ne suis pas sensible à l'ASMR, mais l'acronyme, c'est Autonomy Sensory Meridian Response, ça veut dire réponse automatique des méridiens sensoriels. Et l'ASMR, ça qualifie la sensation qu'on ressent, justement, à cause ou grâce à des stimuli qui peuvent être essentiellement audio, mais pas que. Ça peut être aussi des mouvements, etc. Et les sensations ressenties sont assez diverses, mais en général, c'est des picotements, des frissons. Il y en a qui disent qu'après l'orgasme, c'est même la sensation la plus agréable qu'ils ont ressentie. Donc, voilà. Ok, non mais j'ai remarqué que tu parlais très près du micro. Est-ce que c'est parce que justement tu as l'habitude de faire des petits bruits comme ça ? Oui, c'est peut-être ça, c'est une déformation professionnelle. Ok, et donc tu t'es mis à faire de la ASMR en 2020. Est-ce qu'il y a d'autres tendances sur lesquelles tu es arrivé avec 10 ans de retard comme ça, ou c'est que la ASMR ? Je suis pas à la page, donc il y en a sans doute eu, mais j'ai pas l'exemple en tête. Mais oui, je suis pas quelqu'un qui... Parce que j'ai remarqué ton hand spinner, je pense que ça va faire le buzz ce truc. Alors, l'une des premières vidéos d'ASMR Politics qui a vraiment percé, c'était un doublage version ASMR de Jean-Luc Mélenchon qui hurle, donc qui chuchote en l'occurrence, face à des policiers en train de perquisitionner le siège de la France Insoumise. Juste, on va écouter ça. Je suis un parlementaire, vous touchez pas, monsieur Mélenchon. Je vous touche pas, c'est vous qui me touchez. C'est vous qui me touchez. Touchez pas, touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local.
Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Comment ça t'est venu cette idée de faire de l'ASMR avec des passages de personnalités politiques ? En 2020, je travaillais en politique moi-même et j'ai fait un burn-out. Et du coup, je me suis un peu demandé comment je pouvais me relaxer, etc. Et aller mieux. J'ai découvert l'ASMR, enfin découvert. Comme tu le dis, ça existait depuis très longtemps. Et en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si la cause de mon burn-out faisait de l'ASMR ? Et c'est comme ça que ASMR Politique, c'est né. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un projet politique particulier ou juste c'est rigolo de faire chuchoter des politiques ? Au début, il n'y avait pas de projet politique par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça fait un peu le parallèle aussi avec est-ce que les hétérosexuels vont bien ? C'était surtout pour se marrer ou pour se relaxer. C'est selon. Mais ensuite, en fait, je me suis aperçu de la force du truc avec le succès aussi du format et de comment je pouvais me servir de cet outil pour faire passer des messages, à la fois des messages pour critiquer justement les séquences, enfin en tout cas les politiques que je reprenais, mais aussi à l'inverse, reprendre des discours que je trouvais qui n'étaient pas assez entendus et les doubler en chuchotant, parce que paradoxalement, quand on chuchote, on écoute plus. Et donc toutes les maîtresses d'école nous l'ont bien appris. Et donc, on fait beaucoup plus attention à ce qui est dit. Et en fait, c'est pour ça aussi, je pense que même quand je me fous de la gueule de certains politiques, certaines séquences sont soit redécouvertes, soit découvertes sous un nouvel angle. Et les gens font plus attention. Et même moi, quand je scripte les vidéos, les séquences, en fait, je découvre des nouveaux trucs ou alors je fais plus attention. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Et donc, à l'inverse, j'ai aussi utilisé ça pour mettre en avant des séquences que je trouvais qu'on n'entendait pas assez et mettre en valeur des personnes ou des personnalités qui ne sont pas assez, malheureusement, mises en valeur dans le paysage médiatique. Et alors, c'est qui le politique le plus ASMR compatible ? Celui avec lequel ça marche le mieux ? Parce que là, Mélenchon, c'est quand même très drôle quand on sait qu'il est rarement du genre à chuchoter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'y prêtent bien comme ça ? Un de mes préférés ou une de mes préférées, je crois que c'est Valérie Pécresse. D'accord. Ouais, je crois que c'est celle que j'ai le plus fait. Parce qu'elle a vraiment un rythme, en fait, et c'est très agréable, quelque part. Ne coupez pas ça au montage. Valérie Pécresse, c'est très agréable, on a noté. Sortez pas de son contexte. Et donc, du coup, Valérie Pécresse et aussi Philippe Poutou. Moi, j'adore le faire, évidemment, pour ses punchlines, mais aussi parce que il a aussi un petit rythme qui est assez agréable et puis il part dans tous les sens, mais tout en étant très structuré sur le fond. Et du coup, c'est assez cool. Alors, quand tu n'es pas chuchoteur ou enquêteur, ça on va y venir encore une fois, tu es consultant, notamment pour des ONG, des associations. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie de ton activité ? En fait, moi, j'ai un parcours de communicant. J'ai travaillé 10 ans en ONG, principalement écolo. Surfrider Foundation, notamment. J'ai fait un petit bout en protection de l'enfance aussi. Et ensuite, j'ai travaillé, je le disais, 2 ans en politique et maintenant, je suis en freelance depuis quasiment 4 ans. Mon boulot, c'est consultant en com et en plaidoyer. Donc, c'est comment raconter des histoires. Alors, juste plaidoyer, ça veut dire quoi ? Plaidoyer, c'est comment on influence la décision publique dans le sens de l'intérêt général. Donc, c'est des lobbyistes, mais gentils. C'est ça. Voilà, c'est le lobby des gentils. Donc, comment les assos, notamment, cherchent à faire en sorte que leurs combats soient beaucoup plus pris en compte dans l'agenda politique et médiatique, puisque c'est un des leviers du plaidoyer. Et donc, du coup, moi, j'accompagne des structures de l'intérêt général. Donc, moi, mon champ d'action, il est plus large que juste les assos pour raconter des histoires, faire en sorte que des messages compliqués, en fait, soient pas simplifiés, mais en tout cas atteignent de nouveaux publics. Et c'est un peu, je crois, le fil rouge de toute ma carrière, y compris dans ma création de contenu, c'est comment faire en sorte qu'en fait, des publics qui ne sont pas forcément au fait des thématiques qu'on aborde reçoivent le message, sans pour autant être dans la conversion totale, mais en tout cas planter des graines et faire en sorte que ça engage des pistes de réflexion sur des sujets que je crois importants.
Alors j'ai dit, tu as plusieurs noms et plusieurs photos, hein, selon qu'on te trouve sur Instagram ou sur LinkedIn. T'as un peu cette double vie. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton métier? Est-ce que tu as un métier? Est-ce que tu as deux métiers, deux activités? Est-ce que tu es créateur de contenu? Est-ce que tu es communicant? Comment tu définirais, toi, aujourd'hui, ce que tu fais? Est-ce que ça sert à quelque chose de définir ça, d'ailleurs? Oui, pas d'étiquette, mais j'adore les cases en fait. Mais c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, je sais pas exactement. Aujourd'hui, je me dis que je suis à la fois effectivement consultant en com et à la fois créateur de contenu. C'est mes deux casquettes. Mais en fait, je fais aussi plein d'autres choses que juste de la création de contenu, qui découle justement du fait que je me suis fait connaître par les vidéos, etc. Mais il y a un vrai souci pour moi du fait de comment je me définis par rapport à ça, parce que comme il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, il faut que j'arrive à prioriser mes projets en fonction de mes vraies envies, etc. Mais c'est pas... Alors, c'est quoi tes vraies envies? Faire du consulting à balle, 110%. En fait, le consulting, c'est quelque chose que j'adore justement, mais c'est vrai que je me retrouve beaucoup plus dans la création de contenu parce que c'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus artistique, que je peux faire des choses avec plein de types de métiers aussi. Et en fait, il y a aussi le fait que je suis mon propre patron. Alors, je le suis aussi en tant que consultant en com, mais travailler pour des clients, c'est pas la même chose. Oui. Après, j'ai des clients cool, moi, puisque je suis dans... Donc, qui, par exemple? Je pense que ça, c'est public, peut-être. J'ai déjà travaillé, par exemple, pour la Ligue contre le cancer, par exemple. En entreprise publique, j'ai travaillé pour le groupe La Poste, par exemple. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont... Enfin, des enjeux, des secteurs qui sont très différents. Et c'est ça aussi que je kiffe dans mon activité de consulting, de m'intéresser à plein de domaines différents. Mais l'enjeu, oui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça, c'est toute la question en ce moment. Ok, on est en pleine crise existentielle. Oui. Et alors, en parlant de crise existentielle, donc aujourd'hui, on peut le dire, tu es quand même très marqué à gauche. Tu es beaucoup sur des thématiques sociales, écologistes, de genre et d'égalité. Mais avant ça, tu as fait tes expériences, puisque tu as notamment fait un stage au MoDem, après avoir fait une école de commerce. Donc, le MoDem, le parti de François Bayrou. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, quel est le fuck? J'ai fait 4 ans de droit avant mon école de commerce, quand même. Ouais. Pour ce qui ne... Pourquoi je dis ça à ma décharge? Non, mais c'est pas grave, tu as le droit de faire une école de commerce et tu as le droit de faire un stage au MoDem. Je me demande. À l'époque, je voulais faire du marketing politique. Et effectivement, à l'époque, j'étais pas très politisé. Et j'étais apolitique. C'était ni de gauche ni de droite. Donc du coup, j'étais de droite. Et donc du coup, le parti de François Bayrou m'intéressait. Je pense. Donc c'était en 2011. C'était pour la campagne de 2012. En 2007, j'avais voté pour lui avec beaucoup de conviction. Et donc, du coup, assez naturellement, pour la campagne de 2012, j'ai eu l'opportunité de faire ce stage-là. Et c'était avant ma conscientisation, justement. Et après, il se trouve que j'ai commencé à bosser en ONG, écolo, tu disais Surfrider. Et c'est ça qui a commencé, en fait... ma crise d'adolescence et le fait que, en fait, oui, faut brûler le capitalisme. Très bien. Et ça, c'est François Bayrou. Non, François Bayrou ne l'a pas appris, ça, c'était... Non, François m'a pas appris ça. Mais c'est dommage, quelque part, je me dis, avec certaines personnes que j'ai rencontrées au MoDem et qui sont toujours mes amis, notamment une de mes meilleures amies, on se dit régulièrement mais on aurait peut-être dû rester finalement vu qu'il est arrivé dans les plus hautes sphères de l'État, donc on aurait peut-être eu un très bel avenir. T'aurais pu faire pencher François Bayrou dans le camp de l'écologie et de la lutte sociale. Peut-être. Et alors justement, j'allais te demander, est-ce que tu as gardé tes amis de l'époque? Donc, tu m'as répondu. Est-ce que c'est important pour toi de fréquenter des gens qui sont parfois à l'opposé de tes convictions politiques? Non. Non. Moi, je déteste ça. C'est-à-dire que... Alors, on parlait de cette pote avec qui je suis resté en contact. Elle a fait un peu le même chemin que moi. Et je pense que même déjà à l'époque, elle était beaucoup plus à gauche que moi.
mais elle avait cette opportunité-là et puis elle l'a fait. Bon, en fait, on ne travaille pas forcément pour des structures avec lesquelles on est 100% d'accord. Donc, tu n'as plus d'amis de l'époque école de commerce, Modem? J'en ai, mais qui sont très éloignés. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir des gens qui soient sur les mêmes valeurs que moi, parce que je considère que les amis de droite, enfin les gens de droite, leurs arguments, en fait, on les connaît, parce que c'est ce qui inonde l'agenda politique et médiatique tout le temps. Et donc, du coup, argumenter avec des gens de droite, pour moi, c'est pas... Tu considères pas qu'il y a des endroits où où la gauche peut se retrouver avec la droite sur des thématiques majeures de société Si, mais pas dans... Notamment sur les droits des personnes LGBT, il y a beaucoup de gens dans les camps de droite, et y compris, bon, pour le coup, à l'extrême droite, il y a des gens LGBT, mais pas très, très militants, enfin, pas le même genre de militants que toi, en tout cas. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des thématiques sur lesquelles c'est important, justement, de garder le contact entre camps qui paraissent opposés Tu parles dans une stratégie politique globale ou en termes de la sphère privée? Puis même, je sais pas, la même chose. En termes familial aussi, ou si on a des amis d'enfance qu'on a envie de garder. Moi, je trouve ça toujours un peu compliqué. Enfin, en fait, les quelques fois où j'ai eu des débats justement sur ces thématiques qui sont mon identité, la question LGBT+, en fait, j'ai eu l'impression que pour eux, c'était justement un débat d'idées, alors que pour moi, c'était mon identité. Donc, en fait, le débat, il ne se situe pas sur la même échelle. Et puis, du coup, ça n'engage pas les mêmes choses émotionnellement. Donc, oui, on peut avoir des débats là-dessus, mais en fait, je trouve que dans la sphère personnelle, en tout cas, faut pas s'user comme ça, quoi. Et après, bon, je sais aussi que d'un point de vue stratégie politique, oui, c'est vrai que il y a des études qui ont montré que les gens étaient les plus à même de changer d'avis sur des idées politiques parce qu'ils ont été convaincus par leurs proches. Donc, si des gens se sentent de le faire, bravo à eux et à elles. Mais c'est vrai que ça me paraît compliqué sur des spectres politiques qui sont complètement opposés, quoi. Ok. Alors, tu sais ce que c'est des aptonymes? Non. Alors, les aptonymes, c'est ma grande passion déjà. Et les aptonymes, c'est des gens qui ont un nom de famille qui est très proche de leur métier ou de leur activité. Ok. Alors, parfois, c'est pour des raisons historiques. Donc, à l'époque, le mec qui s'appelait Boulanger, probablement que c'était parce qu'il était boulanger. Et aujourd'hui, c'est quand même généralement plutôt du hasard. Alors, je ne sais pas quelle est la part de prédestination. Et donc, voilà, s'appeler Maël Coutan, quand on est étudiant en école de commerce ou consultant, on peut considérer que c'est un aptonyme. Et du coup, il y a des aptonymes. Alors, moi, j'ai une grosse collection, hein, mais je t'en ai choisi des plutôt connus, et on va voir si tu les connais. Okay. Est-ce que tu sais ce que fait dans la vie Michael Gelabal? Du tennis. Du basket, pas loin. Est-ce que tu connais Claire Chaudière? Tout ce qui est climatisation. Non, mais pas loin. Elle est spécialiste du logement sur France Inter. Elle est journaliste sur l'écologie et le social, donc elle parle littéralement de chaudière. Marc Dufumier. Je t'en ai pris sur l'écologie. Je me suis dit que c'est un thème où tu devais connaître quelques aptonymes. Marc Dufumier, c'est un scientifique, c'est ça, non? Ouais, en quelque sorte. Climatologue ou... Agronome. Ah oui, agronome, oui. En plus, il y a vraiment... J'ai pas compris la consigne. Tu dois trouver le métier du type qui a un nom en rapport avec son métier. Est-ce que tu sais ce que fait dans la vie Guillaume Séchet? Beaucoup de lessive, je sais pas. Il est météorologue à Météo France. Ah, mais oui! Et il arrête pas de parler de la sécheresse. C'est pas lui qui a le site Météo Paris, je sais pas quoi, là? Pardon, c'est hyper niche. Et Mathieu Perry. Oh non! Mais attends, mais il travaille pas du tout sur ce climat. Bah non. Non, mais il est mort. Bah voilà. oui, il est décédé. Mathieu Perry, on le salue. Alors, bon, venons-en enfin à est-ce que les hétérosexuels vont bien? La raison d'une grande part de ta notoriété. Est-ce que tu peux expliquer cette série de vidéos à ma grand-mère alsacienne, Mamina, celle qu'on entend dans le générique d'intro? Je pense qu'elle n'est pas très à l'aise avec Instagram. Voilà. Comment tu raconterais cette série de vidéos à des gens qui ne connaissent pas ce genre de format?
Est-ce que les hétérosexuels vont bien? C'est une série documentaire qui part sur le terrain pour enquêter justement sur la question du bien-être des Oui, hétérosexuels. alors là, Mamina va penser que c'est vraiment une série documentaire où tu Mais mènes c'est vraiment une l'enquête. série documentaire. Non, c'est une série de vidéos satiriques, comme on pourrait l'appeler, pour justement mettre en avant des séquences d'hétérosexuels qui vont manifestement pas très bien. Bon, allez, on va s'en écouter une petite pour que les gens se rendent compte. Mamina, c'est pour toi. Bienvenue dans Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Je vous montre comment avoir des oreilles en chou-fleur. Piquez votre oreille comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est injecter. Avec tout ça, vous allez faire croire que vous savez vous battre, ou alors vous pourrez impressionner les filles. Non. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Bon voilà, donc il y a 70 enquêtes aujourd'hui, Ouais. c'est ça, de ce type-là. Alors la conclusion est quand même souvent non, voire absolument à chaque fois. On a des hommes qui frappent des tournesols, des hommes qui testent leur résistance à la douleur avec des pièges à souris, des hommes qui font cuire de la viande sur leur pot d'échappement, qui font des gender reveal parties avec des motos ou des serpents. C'est beaucoup d'hommes quand même. C'est quoi le point commun entre tous ces hommes et finalement qu'est-ce qui fait le fil rouge de cette série? L'hétérosexualité. Ouais. Ce qui fait le point commun, c'est justement, en gros, comment la société dans laquelle on vit encourage ce genre de comportement par des normes invisibles. J'adresse ici la question de l'hétéronormativité. Donc l'hétéronormativité, c'est justement l'ensemble des normes visibles ou invisibles qui supposent que l'hétérosexualité, c'est quelque chose de naturel, d'universel aussi, et qui régit en fait toute la société. Et donc du coup, par cette hétérosexualité, cette hétéronormativité, il y a des injonctions à agir de telle ou telle manière en fonction de son genre. C'est beaucoup les hommes, mais il y a aussi les femmes. Mais effectivement, là, on a entendu justement les oreilles chou-fleur. Par mon enquête, j'ai vu quand même quelques gros traits. Et justement, il y a les standards, comment les hommes vont modifier leur corps pour essayer, soi-disant, de plaire aux femmes. Alors Ils vont se mettre des coups de marteau sur la mâchoire pour avoir Voilà, une mâchoire par plus exemple. carrée. Il Ils y vont se rendre a... les mains plus râpeuses avec des produits chimiques. Ouais. Il y a aussi le fait de faire un agrandissement des jambes en se coupant. Ils coupent les os carrément et ils mettent des broches, etc. Tout ça pour gagner 6 cm. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les hommes pensent que c'est pour plaire aux femmes, alors qu'en fait, c'est pour plaire aux autres hommes. voilà, c'est ça. Hétérosexuels. Et c'est ça. Et d'ailleurs, dans un commentaire, je crois que c'était sous cette vidéo des oreilles chou-fleur, il y avait une personne qui avait dit faudrait leur faire croire que les femmes adorent les mecs avec des jambes pétées et comme ça, voilà. C'est un appel à la violence, je crois. Mais... à l'automutilation. Oui. Et donc je précise que c'est des vidéos que tu trouves à droite à gauche sur internet. C'est quoi le but de cette série et à qui ça s'adresse? Oui, le but c'est de mettre en avant le système hétérosexuel, comment il régit la société et comment en fait finalement même les hétérosexuels eux-mêmes sont victimes de cette hétérosexualité parce qu'ils se contraignent à plein de choses qui ne sont pas vraiment naturelles. Et à qui ça s'adresse je pense justement à des gens qui n'ont pas forcément conscience de tout ça. Évidemment, à des personnes queer aussi, mais je pense que les personnes queer en ont déjà conscience. Ça les fait rire, mais je pense que là où... Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question d'atteindre des publics qui ne sont pas forcément déjà sensibilisés, etc. Ça, c'est un peu mon enjeu et je pense que c'est vraiment mon public cible. Ok. Qu'est-ce qui va pas bien dans l'éducation des garçons? Dans l'éducation tout court, même, mais qu'est-ce qui va pas bien dans l'éducation des garçons? C'est justement le fait que tout va bien pour eux, en fait. C'est ça que je vois aussi dans les gros traits, les gros points communs entre toutes les vidéos, c'est que
j'ai l'impression qu'en fait, finalement, ils n'ont pas de problème et que du coup, comme ils n'ont pas de problème, ils se cherchent des problèmes. Et du coup, ils valorisent le danger, ils valorisent les situations inconfortables, la douleur. Il y a un gros truc de « Ah, on va se faire mal Ouais. ». Pourquoi ? Ou alors, si c'est un kink, ok, mais assumez-le et c'est ok. Donc ouais, non, c'est un peu... Après, le truc de se faire mal pour être beau ou belle, c'est un truc qu'on retrouve depuis très longtemps aussi dans la beauté féminine. Oui, mais là, Ceux qui se cassent les mâchoires et tout, finalement, ça, c'est aussi une longue tradition de... Mais là où ça change, c'est que les injonctions pour les femmes, elles viennent des hommes, alors que les hommes... et donc, du coup, c'est les femmes qui en sont victimes. Là, c'est les hommes qui se foutent eux-mêmes des injonctions, alors que c'est eux qui ont le pouvoir. Soyez logique. Et pourquoi le titre, c'est est-ce que les hétérosexuels vont bien et pas un truc genre patriarcat égale caca ou bouh les méchants masculinistes? Parce que justement, déjà, c'est pas une série sur les masculinistes et ça, vraiment, j'insiste. Pour moi, il y a aussi l'hétéronormativité, elle se joue, c'est un scénario qui se joue à deux et les femmes aussi sont véhicules de biais hétéronormés. Et ça, vraiment, j'y tiens en tant que personne gay. Et pourquoi ça s'appelle pas patriarcat caca aussi justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour toucher un public qui n'est pas forcément très militant, voilà. Et c'est ça, c'est que en fait si j'avais appelé ça est-ce que la société hétéronormée va bien, il y aurait eu beaucoup moins de gens. Et en fait je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que finalement tout le monde, qu'on soit queer ou pas, a déjà vu, vécu ou subi des situations liées à l'hétérosexualité, sans pouvoir forcément poser des mots là-dessus, et même sans avoir justement le vocabulaire type hétéronormativité, masculinité toxique, etc. Et du coup, je pense que cette phrase vient nommer ça, et c'est pour ça qu'elle a eu aussi du succès, je pense. Oui, il y a le petit côté aussi un peu poil à gratter de les hétérosexuels. Est-ce que tu as beaucoup de commentaires de gens qui disent « je suis hétérosexuel et je ne me reconnais pas dans ce que vous montrez » Alors, en vrai, j'ai pas tant de mauvais commentaires. Je suis assez étonné du fait que je sois épargné justement par la fachosphère, les mascus, etc. Mais il y a un commentaire... Ils regardent et ils adorent tes vidéos. Peut-être. Parce que c'est juste drôle. C'est très drôle. Alors, je soupçonne certains de faire des vidéos de plus en plus hétérosexuelles pour apparaître dans mes vidéos. Oui, donc super ton impact sur la société finalement. J'encourage l'hétéronormativité. Mais oui, il y a un commentaire qui revient souvent, c'est des mecs qui disent « moi ça va ». Et je trouve ça génial parce qu'ils ont réinventé le « not all men ». Donc not all men, c'est des hommes qui disent on dit que les hommes font ci ça mais pas tous les hommes. Voilà. Moi je suis pas comme ça. Va. Donc not all hétérosexuel. Ouais. Par contre il y a des commentaires où il y a aussi souvent quel est le rapport avec la sexualité? Et c'est ça qui est intéressant du coup parce que ça vient toucher justement la question de l'hétéronormativité. Et parfois, je fais justement volontairement des vidéos qui sont assez éloignées de ça, notamment j'ai fait une vidéo sur le 14 juillet, où l'extrait que je choisis, c'est les défilés militaires avec les avions. Qui font le drapeau bleu, blanc, rouge dans le ciel. Voilà. Et qui, pour moi, est vraiment un truc... oui, c'est hétéro, c'est démonstration de force, c'est virilisme, etc. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit quel rapport avec l'hétérosexualité? C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des gens pour qui c'est pas très clair. C'est peut-être l'occasion justement. Dans ces cas-là, tu fais quoi? Est-ce que tu t'expliques ce que tu as fait ou tu te dis c'est bon, les gens ils ont qu'à s'éduquer eux-mêmes? Non, alors je me dis pas ils ont qu'à s'éduquer eux-mêmes, mais je pense que moi ma place elle est dans le divertissement et dans l'humour. Donc, en fait, être premier degré dans mon espace réseaux sociaux, là, je le suis, mais aujourd'hui, mais dans mon espace réseaux sociaux, c'est pas forcément à ma place. Et en plus, le fait est que j'ai une grosse communauté, ça permet, en fait, de déléguer, finalement, à d'autres... qui vont répondre en commentaire. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant si c'est d'autres qui le comprennent et prennent la parole pour expliquer les choses. Alors, où est-ce que tu trouves toutes les vidéos de ces personnes problématiques auxquelles tu réagis? Comme tout le monde, et là où elles sont produites, en fait, finalement, sur les réseaux sociaux. Je fais j'ai la chance, en fait, maintenant, d'avoir
une communauté de co-enquêteurs et co-enquêtrices qui m'envoient des vidéos. Et donc, du coup, aujourd'hui, je les cherche plus. Sauf quand je veux adresser vraiment certains thèmes. Mais il y a, je pense que je reçois entre 50 et 150 messages par jour de personnes qui m'envoient des suggestions de vidéos. Donc j'ai quand même... Et comment tu fais pour traiter 150 là, j'ai beaucoup de retard, justement, tu me fais penser. Mais oui, c'est du travail, finalement. Hein. Et justement, quand on reçoit une bonne, quelle est la part de toi qui se dit ah génial, une pépite, et la part de toi qui a envie de crever parce que c'est encore plus absurde que ce que tu avais vu avant? C'est plutôt la deuxième réaction que j'ai en premier. Et puis après, tu te vomis un peu dans la bouche avant de... C'est ça. Mais après, il faut savoir, faut que je vois aussi si elle peut bien marcher dans le concept. Moi, dans mon concept, il faut qu'il y ait une part d'extrême finalement dans la vidéo pour que ça puisse toucher justement un maximum de personnes. Si ça tenait qu'à moi... Pour que ça passe à travers la bulle des algorithmes, que ça quitte la sphère de gens déjà convaincus pour aller... Ouais, voilà. Pour aller toucher d'autres publics sur les réseaux. Alors qu'en vrai, moi, si ça tenait qu'à moi, je mettrais juste une vidéo de mariage hétéro. Bah, en fait, ça suffit. Ou un EVG, un enterrement de vie de garçon, un enterrement de vie de jeune fille. C'est des événements, pour le coup, très hétéros, où il y a plein de problèmes, ou en tout cas plein de sujets à adresser. Mais je sais que si je faisais ça, ça s'adresserait uniquement à des gens qui sont déjà convaincus. Et donc, voilà. Donc, dans les vidéos que je reçois, parfois, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas assez d'extrêmes. Oh non, cette personne n'a pas assez de problèmes. Beaucoup de frustration. Et globalement, tu mettrais quelle note sur ta foi en l'humanité? Si tu dois mettre une note sur 20, 20 étant tout va bien se passer, l'humanité est merveilleuse, et 0 étant tout le monde est Pascal Pro. Alors tout le monde n'est pas Pascal Pro. Je salue Pascal Pro, c'était gratuit. Évidemment. Comme toujours, salut Pascal. Mais j'ai pas beaucoup de foi en l'humanité. Hein. Moi, vraiment. Ah ouais. Ouais. Je sais que je suis sur un média où vous avez envie de donner de l'optimisme et c'est super, bravo. Mais pour moi, il faut qu'on en finisse. Et heureusement qu'on n'a pas mis cette question pour finir l'entretien. Donc tu mènes l'enquête depuis le début de l'année avec, donc on l'a dit, des dizaines de vidéos. Est-ce que les hétérosexuels vont un peu mieux ou pas du tout? Et c'est quoi ta plus belle victoire avec ces vidéos? Je sais pas s'ils vont un peu mieux puisqu'on n'a toujours pas renversé l'hétéropatriarcat, justement. Ouais. Donc du coup, parler de victoire, ça me paraît un peu présomptueux. Mais il y a eu des petites victoires, en tout cas, pas mal, justement, des retours que j'ai eus, des témoignages que j'ai eus. Enfin, ça, c'est assez fou. À la fois, des parents, souvent des parents qui me disent qu'ils ont pu parler avec leurs enfants sur les questions de, justement, par exemple, de masculinité, est-ce que c'est qu'un garçon, etc. Beaucoup de parents regardent les épisodes avec leurs enfants. D'accord. Très surprenant, mais... Et des enfants de tous âges je sais plus, je crois que... on m'a déjà envoyé des enfants, des vidéos d'enfants, je crois... Alors, je suis nul en âge, et surtout les enfants, mais je crois que genre, les plus jeunes, ils avaient 4-5 ans, qui chantaient le générique. Ah oui? On s'est parlé à 4-5 ans? Oui. Oui, a priori. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas un peu jeunes pour regarder des vidéos qui parfois sont un peu violentes? Alors, il y a ça, mais il y a aussi, je pense, la chanson qui fait que ça motive, etc. Involontairement, j'ai fait un outil ludo-éducatif pour les enfants. Donc, il y a ça. Il y a une personne qui m'a dit que ça avait été un des éléments déclencheurs de sa transidentité. Enfin, pas de sa transidentité, mais en tout cas du fait qu'elle s'est révélée être trans. Donc, ça, c'est assez fou. Une mère qui m'a arrêté dans la rue pour me dire que elle avait un fils qui était en train de virer mascu justement à cause des contenus sur les réseaux sociaux parce qu'il s'était mis à la musculation justement et que ils arrivent par là. Après, not all muscu. Hein. Évidemment. Mais c'est quand même important de dire que, y compris dans les milieux militants LGBT ou féministes, la muscu n'est pas un truc qui te définit comme masculiniste.
S'il y a des parents qui nous écoutent, c'est pas parce qu'il fait des pompes qu'il va virer Andrew Tate ou... Ouais, après, il faut quand même interroger ça. Enfin, c'est comme quand Sandrine Rousseau, elle dit que la viande est un marqueur de virilité. La musculation, c'est la même chose. Et ça veut pas forcément dire que parce que tu manges de la viande, t'es forcément un macho ou un mec de droite. Mais... Toi, tu fais pas de muscu? J'en faisais. Ça t'es quand même sacrément tanké, là. C'est gentil parce que ça fait beaucoup trop de temps que j'y suis pas retourné. Mais en fait, le problème, c'est pas d'en faire, mais c'est d'essayer d'analyser aussi tout ce qu'il y a autour. Et justement, sur la question de la musculation et aussi dans la communauté gay. Il faut vraiment interroger ça, le culte du corps dans la communauté gay. Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi il y a une intransigeance par rapport à ça? Des critères... hyper select, les soirées gays où tout le monde se ressemble avec des mecs torse nu, bodybuildés, etc. Il y a des études qui ont montré que justement d'où ça vient ce besoin justement de compenser quelque chose que la société nous renvoie par rapport à notre potentielle faiblesse, etc. Voilà, j'ai réagi beaucoup trop premier degré à ta blague. Alors Maël, est-ce que tu sais ce que c'est le Club de Verre? Bien sûr, on a fait une campagne ensemble pour promouvoir le Club de Verre. Mais oui, alors pour celles et ceux qui débarquent complètement, le Club de Verre, c'est aujourd'hui 12 000 personnes qui nous soutiennent tous les mois en faisant un don mensuel. Et donc, ils nous donnent des sous, mais aussi plein d'infos et aussi de la force. Et en gros, c'est grâce au Club de Verre que tous les contenus de Verre sont en accès libre et gratuit. Et nous, on leur pose plein de questions, on aime bien les sonder et tout. Et ce qu'on a décidé, c'est que pour ce podcast, les membres du Club de Verre pouvaient nous envoyer des questions à poser à nos invités. Okay. Donc on a eu pas mal de questions, on en a sélectionné 2. Donc on a Sonia de Grenoble qui te demande que penses-tu des reprises de ta série telles que Est-ce que les Blancs vont bien et autres déclinaisons de privilèges. C'est vrai qu'il y a eu plein de gens qui ont fait leur propre version de Est-ce que les Blancs vont bien, est-ce que les carnistes, les gens qui mangent de la viande vont bien, etc. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces déclinaisons C'est trop bien, puisque du coup, ça permet de démocratiser le... Enfin, déjà, ça montre qu'il y a un écho à ce format-là. Et puis, que les autres combats, entre guillemets, s'en emparent pour justement dénoncer des choses, c'est trop bien. Après, je ne suis pas totalement d'accord avec toutes les déclinaisons. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu mal compris ton concept et qui le font un peu dévier ou... Oui. Alors moi, je me disais qu'il y aurait un jour justement des vidéos homophobes de gens qui disent « Est-ce que les homos vont bien ?» et voilà. Et je me disais que ça allait venir de la fachosphère, etc. Et non, en fait, c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a fait « Est-ce que les LGBT vont bien ?» Et les extraits choisis, en fait, il y a notamment, je crois, une vidéo d'une drague qui fait une performance et qui est sur un bar et qui écarte les jambes et qui a un robinet, une espèce de robinet entre les jambes et qui sert un verre de vin avec le robinet. Donc, oui, évidemment, les LGBT vont bien. Moi, j'aimerais bien... avoir cette fonctionnalité-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pensait que ça allait être bien reçu parce qu'il m'a tagué, etc. Et moi, je trouve que cette vidéo, elle est complètement homophobe. Ah oui. Et ça prouve que le concept de base n'est pas compris. Au bout de 70 vidéos. Et que du coup, en fait, moi, je faisais ça pour dénoncer aussi l'essentialisation qui est faite... par les homophobes et les hétéros, de manière générale, sur les comportements qu'ils assimilent à des comportements gays. Je fais ça pour dénoncer ça, en fait. Il y a eu des commentaires, si on faisait justement, est-ce que les gays vont bien, ça ferait scandale. Oui, et c'est pour ça, c'est ce que ça dénonce typiquement cette vidéo, donc t'es à ça de comprendre le concept. Donc voilà. On a une autre question de Raphaël du 78, donc les Yvelines, big up à Versailles si vous nous écoutez, tout arrive. Un de mes meilleurs potes s'appelle Maël Santréma. Votre vie aurait-elle été différente avec ce prénom? Ouais, c'est vrai ça. Crise existentielle. Je pense que j'aurais ressenti un vide absolu pendant toute ma vie, mais que je n'aurais pas su définir.
Ou alors, Maël c'est sont comme, très mains, voilà. c'est ça, l'expression. Ou alors, comme un membre fantôme dans mon prénom. Je sais pas si c'est problématique de dire ça. En tout cas, du coup, il t'aurait manqué un blaze sur les réseaux sociaux. Ben voilà. T'aurais été bien embêté. Ouais. Donc, on remercie Raphaël et Sonia de Grenoble et le club plus généralement. Si vous voulez nous aider à faire ce genre de choses, des podcasts super, de l'information gratuite et en accès libre pour tout le monde sur les thématiques les plus importantes de notre époque, rendez-vous sur www.ver.eco et rejoignez le club, tout simplement. Alors justement, tu parlais de la campagne du club. On a eu la chance de plusieurs fois faire des choses ensemble, et notamment une série « Est-ce que les hétérosexuels vont bien ?» spéciale écologie. Ouais. Et ça ressemblait à ça pour un des épisodes. Bienvenue dans Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Aujourd'hui, une question. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Il y a une folie, et j'avais vu la même folie avec le Covid, de vouloir, nous, les hommes, influer sur certaines choses sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est-à-dire Je ne suis pas sûr que réchauffement l'homme puisse influer sur le climat. Je vais Effectivement. vous donner un exemple. Ce que vous dites n'est pas vrai. La Alors, France vous allez a le pu donner après baisser. parce qu'il est 10h30. Est-ce que les Exceptionnel. Big up Pascal, hein, qui Évidemment. qui n'en rate T'as pas vu, c'est une. la première fois quand même qu'il accepte de ne pas avoir d'influence sur quelque chose. C'est vrai. Est-ce que c'est le signe d'une prise en maturité, peut-être Ouais, alors du coup, ça serait bien qu'il le fasse sur d'autres sujets que le réchauffement climatique. C'est quoi le rapport entre les hétérosexuels et la crise climatique? Pour moi, elle a tout à voir. C'est justement une question. Alors, on va partir sur des notions beaucoup plus larges, mais enfin, la volonté de maîtriser ce qu'on appelle la nature, de maîtriser les éléments et d'exploiter surtout. C'est intimement lié au capitalisme, le fait de vouloir exploiter toujours plus pour produire toujours plus, pour avoir toujours plus de biens, etc. Et d'être dans une forme de démonstration, la question de la réussite, la question de la méritocratie, tout ça, c'est des valeurs finalement très masculines. La domination. Et la domination, effectivement, qui rentrent dans les piliers de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité. Sur une échelle de 1 à au secours, la crise climatique, ça te fait stresser à combien? Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est quelque chose qui est source d'anxiété pour toi? Ah bah oui, enfin, je le disais tout à l'heure, oui, je suis hyper stressé par ça, enfin, qui ne l'est pas. Il n'y a vraiment absolument aucun indicateur. Je suis désolé encore une fois de plomber l'ambiance, mais il n'y a absolument aucun indicateur qui montre qu'on va s'améliorer, que même si aujourd'hui on arrêtait toutes les émissions de CO2, la Terre s'en remettrait pas. Enfin non, pas la Terre, les humains s'en remettraient pas. Ouais, pour le coup, tu as une vision un peu catastrophe de la catastrophe. C'est-à-dire que déjà... Bon, alors Je dirais lucide. Non, mais ce qui est dramatique, c'est que c'est un révélateur de toutes les inégalités. Mm. Et nous, en tant qu'occidentaux, classe moyenne plus et plus, a priori, c'est pas nous qui allons vraiment subir le plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les bourgeois français soient en voie d'extinction, par exemple. Donc finalement, il y a des gens qui vont s'en sortir. Ce qui est certain, c'est que si on continue sur cette trajectoire, il y a une partie entière de l'humanité qui risque d'avoir des difficultés à continuer à vivre là où elle vit aujourd'hui. Donc toi, ça te fait pas stresser? Alors, moi, je suis post-stress, tu vois. Waouh. Non, mais tu vois, il y a un slogan qu'on aime tellement à Vert qu'on l'a mis sur un poster. Pour moi, je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste. Mm. Et je pense que c'est pas pertinent de se dire, voilà, est-ce que c'est foutu, est-ce que c'est pas foutu. Je pense qu'il faut tout donner, s'y mettre à fond. Et puis, on verra quand on sera vieux si ce qu'on a fait, ça aura servi à quelque chose. Oui, Moi, alors... je refuse de céder au pessimisme parce que je pense que ça génère de l'impuissance et que cette impuissance, en fait, elle permet de rien faire. Donc, il faut pas être aveugle sur ce qui va se passer, mais il faut être capable aussi de regarder peut-être des choses plus proches de soi dans les horizons de temps ou d'espace. C'est clair que si tu penses à 2100 en Afrique subsaharienne, c'est pas un truc qui donne envie de se lever le matin, quoi. Ouais, mais en fait, je suis d'accord avec votre slogan, je le trouve super, mais je suis pas vraiment d'accord tout à fait avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, oui, moi, je suis hyper pessimiste, mais c'est pour ça, finalement, que j'agis. Enfin, en fait, je sais que c'est foutu, globalement, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de se battre et qu'il faut faire en sorte de gagner 1 millième de degré par 1 millième de degré, parce que justement, il y a des gens qui vont en souffrir et qui en souffrent déjà, et que c'est à ces populations-là qu'il faut
penser. Et puis aussi, les gens continuent à faire des enfants. Donc du coup, il faut aussi faire en sorte que ces enfants-là vivent dans un monde pas trop pourri. Oui, alors ça, pour le coup, c'est un sujet naissant pour moi et qui a aussi un facteur un Naissant un sujet bientôt naissant pour moi, qui est en mars et qui est aussi un facteur un peu une autre manière de considérer sa finitude, la finitude de ce qui va suivre après toi et de l'espèce humaine dans son ensemble. Mais c'est aussi pour ces raisons-là, je pense que, tu vois, si tu dis c'est foutu, en quoi c'est foutu pour la génération qui va me suivre, tu vois, c'est un peu... Mais toi, je note que du coup, tu es dans une forme peut-être de pessimisme actif. C'est-à-dire c'est foutu, mais on y va, quoi, let's go. Oui. Mais alors du coup, attends, j'ai envie de te poser une question parce qu'on est sur le sujet de la parentalité et de justement, moi, c'est un vrai questionnement. Lou, pourquoi? Écoute, moi, je fais partie des gens un peu non décidés depuis des années sur ce sujet. Pendant longtemps, je me suis dit que j'en voulais pas du tout parce que la crise climatique, parce que blablabla. Et il se trouve que je suis avec une personne qui est résolument plus optimiste que moi. Et j'ai été à 50-50 pour et contre. Et cette personne a mis une petite poussée vers le camp du pour. Et j'ai accepté, puisque voilà, quitte à tu vois, être à l'équilibre, si une personne penche pour un truc et que tu tiens à cette personne, tu peux respecter ça. Et finalement, je me dis que c'est aussi une manière de considérer le fait qu'on n'est pas foutu, qu'il va se passer des choses après, que ces choses, il va falloir qu'on réinvente beaucoup de choses, notre manière de vivre, d'habiter. Et en fait, j'ai pas envie d'abandonner. J'ai pas envie de justement céder à ce pessimisme actif d'une certaine manière. Et j'ai envie de me dire que voilà, c'est pas flingué, quoi. Et du coup, je suis obligé de me dire que je vais tout faire pour que ça aille bien parce que j'ai envie que cette petite personne qui va venir après moi, elle ait un monde le plus vivable possible, quoi. Mais... Et qu'elle soit peut-être plus du côté de la solution que du problème sur tout un tas de sujets. Est-ce que déjà... Je sais pas qu'on avait parlé de sujets aussi deep. Pardon. Est-ce que déjà, c'est pas faire peser une énorme responsabilité à cette personne qui n'existe pas encore? Et d'autre part, est-ce que ça veut dire qu'en finalement, tu crois pas en la science? C'est-à-dire? Qui globalement dit que les personnes qui arrivent sur cette terre vont avoir une vie qui va être quand même avoir des conditions de vie qui vont être beaucoup moins confortables, agréables que celles qu'on a aujourd'hui. Alors pour moi, il y a deux choses. Déjà, quand tu regardes les rapports scientifiques, les rapports du GIEC et autres, il n'y a jamais un destin qui est tout tracé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours 4, 5, 6 scénarios. Aujourd'hui, on est dans le scénario du milieu qui pue un peu, mais qui n'est pas le scénario le pire où vraiment c'est le chaos climatique, tout est submergé par l'océan, etc. Et donc moi, je fais, et toi aussi, on fait partie de ceux qui se battent pour aller plutôt dans les scénarios un peu plus sympas. Le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, notamment aux États-Unis, en Russie et même parfois en France et ailleurs, ne nous permettent pas tout à fait d'aller dans les scénarios les plus optimistes. Mais en revanche, voilà, c'est pas foutu. En fait, il n'y a rien qui est foutu. Et ça, pour le coup, le GIEC le dit clairement. Chaque dixième de degré ou millième de degré, en plus ou en moins, c'est des morts qu'on a évitées, c'est des destructions qu'on a évitées. Et par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que les gens continuent à faire des enfants dans toutes les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Est-ce que c'était plus pertinent de mettre au monde un enfant? Alors, tu me dirais, il n'y a pas la contraception à l'époque, mais pendant une peste noire ou pendant la guerre froide, où on craignait l'apocalypse atomique. Je pense qu'il y a toujours eu des raisons de ne pas vouloir faire des enfants ou de stresser pour l'avenir. Clairement, celle-là, elle est documentée. Et il y a de fortes chances que des scénarios pas cool adviennent. Mais voilà, moi, j'ai envie de croire qu'on va inventer d'autres manières d'habiter le monde et que... peut-être la personne qui va me suivre trouvera des manières de faire ça. Tu vois. Voilà, peut-être que ce sera la prochaine Greta Thunberg, et dans ce cas-là, tu vois, elle sera hyper chiante. Regarde tous les trucs jetables qu'on a chez nous, le plastique. Il n'y aura plus de plastique puisque tu es hyper optimiste. Oui, c'est ça. Je serais ravi du coup de même pas pouvoir me faire clasher sur le plastique. Pour revenir à des sujets un petit peu moins profonds et lointains, on te lit dans Têtu. Tu étais la star de la Pride, la marche des fiertés 2025 à Paris, puisque tu as sorti le tube de l'été. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? J'invite tout le monde à aller écouter ça. Tu as cumulé des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. À quel point est-ce que tu as passé l'été à pécho? Alors... Ok, en fait, c'est encore plus deep que la question des enfants dans un monde qui... Mais non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je ne me suis jamais aussi... Attends, j'ai un problème de grammaire. Je me suis jamais fait aussi peu draguer que depuis qu'il y a la fame. C'est pas vrai? Ouais. Parce que t'as vieilli à cause de toutes ces vidéos ou parce que... justement, je me suis jamais
senti aussi moche que depuis qu'il y a la fame. C'est pas vrai. Et parce que justement, j'ai quasiment plus de sollicitations, etc. Bon, je suis plus trop sur les applis de rencontre aussi, donc peut-être D'accord. que ça joue. Peut-être les gens, ils osent plus t'approcher. T'es trop impressionnant. Ouais, je sais, tout ce charisme. Non, non, enfin, je crois que je suis accessible. Mais non, mais c'est un vrai truc. Et c'est assez... Et je le vis pas mal, donc ça, c'est bien. Ouais. Et je le vis pas mal parce que justement, mon besoin de validation sociale s'est reporté sur autre chose, qui est justement les vidéos, etc. Et donc, du coup, voilà. Mais non, je n'ai... Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de rembourser la fame, vraiment. Rembourser la fame. Ouais, j'en connais qui pécho bien avec leur notoriété, mais je sais pas, Leonardo DiCaprio, il a toujours autant de meufs de 20 ans. Oui, après, je crois pas que j'ai joué dans Titanic. J'ai pas encore sa carrière. Voilà. Et je me suis même fait aussi, ça c'est aussi marrant, je me suis fait bannir d'un site de rencontre, d'une appli de rencontre pour usurpation d'identité. Ah oui? Ouais. Vous vous faites passer pour Maël Dutrem. Et du coup, t'as dû faire quoi? T'as dû leur envoyer une vidéo de toi? Non, j'ai dit, tant pis, c'est pas grave, ça me donne un prétexte pour enlever ce genre d'appli, et puis voilà. Je trouve que dans tous les contenus que tu fais, tu te moques toujours un peu des gens. Il y a un peu ce truc de la taquinerie, mais tu fais toujours ça très gentiment. Pourquoi c'est important d'être gentil? Parce que c'est nul d'être méchant. Non, mais non, je pense que... Est-ce qu'il y a une fonction particulière à la gentillesse, je sais pas, en politique ou dans la communication, ou même en tant qu'être humain? Est-ce que c'est important pour toi? C'est intéressant parce que on voit dans la com dans des coms de santé publique, par exemple, ou des coms d'ONG. Justement, je parlais de la Ligue contre le cancer. J'avais travaillé pour eux sur leurs 100 ans, je crois. Et on avait ressorti toutes les affiches qu'ils avaient faites. Et les affiches dans les années 80-90, c'était un enfer. Et c'était vraiment sur de la culpabilisation. On voit notamment une femme enceinte qui est en train de fumer. Et je crois que le slogan, c'est « Avez-vous pensé à lui ?» Et en fait, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Ça veut dire qu'à un moment, on a pensé, et peut-être que ça a été efficace, que la culpabilisation, justement, donc quelque part un peu aussi la méchanceté, pouvait être vecteur de changement de comportement. Aujourd'hui, on verrait une campagne comme ça, tout le monde serait scandalisé et a raison. Parce que justement maintenant on est beaucoup plus dans l'accompagnement des personnes et puis oui, si on insulte les gens, en fait ils vont peut-être pas changer de comportement. C'est pas forcément comme ça, même dans la vie de tous les jours. Quand on a un désaccord avec quelqu'un, c'est mieux d'en parler de manière bienveillante plutôt que de lui hurler dessus. Enfin, j'ai l'impression de dire un truc très basique, mais voilà, oui, je pense que la gentillesse est une qualité pas assez répandue dans ce monde. Alors, je suis Miss France. Alors, en parlant de personnes avec lesquelles il faut être gentil, et peut-être d'autres personnes avec qui tu as moins envie d'être gentil, on va jouer à un petit Kiss, Marry, Kill. Donc, Kiss, Marry, Kill, ça veut dire embrasser, épouser ou tuer. Et donc, il y a cette petite boîte dans laquelle il y a des personnalités que tu connais toutes, pas forcément personnellement. Et donc, tu vas piocher 3 noms, 3 personnes, les unes après les autres. Et tu vas nous dire qui de ces 3 personnes, évidemment tout ceci est métaphorique, tu préférerais embrasser, quelle personne tu préférerais épouser et quelle personne tu souhaiterais tuer. Encore une fois, je précise, ce n'est pas un appel au meurtre, c'est un jeu. Est-ce que j'ai le 06 de la personne que je veux embrasser à la fin ou pas? Alors on va déjà piocher, tu vas voir les gens qui... Donc je te laisse piocher un par un. Alors du coup, je dois choisir, je choisis 3 et... Ouais, okay. Et après on décide... Alors, Marine Tondelier. Bruno Retailleau. Sélection éclectique. Je pense que le choix va être Thibaut InShape. Ah ça va, c'est assez facile. Non, mais j'avais hyper peur. Assez bien, là. Il y avait d'autres noms moins consensuels. Bon, évidemment, pas d'appel au meurtre, mais voilà. Ouais. Bruno Retailleau, donc plutôt kill. Plutôt kill. Ouais. Voilà, bébou. Marine Tondelier, évidemment, elle a une veste verte, et puis elle est marrante, et puis...
C'est vraiment pour ça que c'est une femme politique en or, finalement. Je l'amène à l'hôtel, ou elle m'amène à l'hôtel, soyez non construit. À l'hôtel AU1. Oui, oui parce que du coup, plutôt Mary. voilà. Et Thibaut InShape, tu l'amènes à l'hôtel HO. Ouais, voilà. Bon, allez, faut vraiment faire abstraction, je sais pas. Bah ça va, il est mimes quand même, Thibaut InShape. Oui, mais là, on parle de bisous, là. Fuck, Ah ouais, non, il c'était y a une version Kiss, Fuck, pardon. Marry, Kill, mais nous, c'est une moi. émission familiale. C'est Kiss. Donc, oui, voilà. Et puis, dans Kiss, on ne dit pas où. Ça peut être sur la joue, par exemple. Ça peut être sur la joue. Non, oui, non. Là, c'est un bisou, quand même. Ok. Peut-être pas un French kiss. Ok, oui. D'accord. Bon, s'il n'y a pas de bon, photo. donc voilà, on connaît maintenant ton panthéon personnel. Je peux regarder les autres ou pas? Vas-y, je peux prendre 2 secondes. Pour voir s'il y a des gens que j'ai envie de Ouais, kiss. on va pas tous les faire, on va pas spoiler parce qu'il y en aura peut-être dans les prochaines émissions. Oui. T'as qui là? Elon Musk. Elon Musk. Leonardo DiCaprio. Non, vas-y, arrête. Tu vas spoiler. Il n'y a pas Bon, que tu vois, 4 personnalités. Tu vois, il y en a, ça aurait été plus compliqué si t'avais pioché. Mais voilà, pourquoi vous Rotario. mettez pas des vrais... Ah si, il y a Leonardo. Ouais, mais il est un peu vieux quand même. Pourquoi Et on j'ai met pas plus des de vrais 25 ans. Des vraies personnalités kissable. Kissable? Ouais. Si Bruno Retailleau, il est pas assez kissable pour toi? Ça n'engage que toi. Très bien. Un bisou à Bruno Retailleau. De ta part. T'as raconté aux Inrocks que ta mère, qui est sage-femme, vous a élevé seule, toi et tes 2 frères, et que tu as une admiration sans borne pour elle. Quand elle te voit invité aujourd'hui sur France Inter, dans Le Monde, Radio-Canada et même vers le média, est-ce qu'elle admire ce que tu fais aujourd'hui? Je crois. Ouais. En tout cas, elle est un peu... Enfin, je crois qu'elle comprend pas trop tout ce qui se passe. Parce que c'est un monde qui est éloigné d'elle, etc. Enfin, je suis pas en train de dire du tout qu'elle n'est pas en capacité de le comprendre, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je lui dis pas tout parce que justement, il y a beaucoup de choses. Il y a des projets qui arrivent. Bon, bah, je sais pas si elle s'imaginait que son fils allait faire ça. Elle aurait peut-être eu des problèmes psychologiques si ça avait été le cas. Mais non, je pense qu'elle est contente. Et puis oui, elle est quand même... Enfin, c'est vrai que... Ah oui, il y avait une fois où... en fait, elle est venue à Paris me voir il y a quelques mois. Et c'était vraiment pile un mois après, je pense, la première vidéo où j'étais vraiment... Qui fait plus d'1 million de vues. Ouais, et j'étais vraiment en plein tourbillon. Ma notoriété a grandi. Il y avait... il commençait à y avoir des gens qui m'arrêtaient dans la rue, etc. Et ma mère est venue, mais elle n'était pas au courant de tout ça. Je ne lui avais pas du tout dit parce que on ne s'est pas très souvent au téléphone. Quand on s'est au téléphone, ça dure 2 heures, mais en termes de fréquence, je suis désolé, maman. Oups, j'ai oublié de te dire que j'étais devenu une star. C'est un peu ça. Et donc, du coup, je savais pas trop comment elle allait réagir parce que je sais que forcément, la notoriété, ça peut aussi avoir un impact sur ses proches. J'étais un peu stressé. J'avais l'impression de faire un deuxième coming out, presque. Ok. Et en fait, elle a trop rien dit, mais je lui ai montré des vidéos, etc. Elle a rigolé. Pour moi, ça a été un énorme soulagement. D'accord. Et après, et je lui ai dit aussi, principalement, parce qu'on allait se balader dans Paris, on allait dans des métros, dans des musées, dans des lieux publics. Donc, il allait potentiellement y avoir des interactions avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Ou des affiches, est-ce que les hétérosexuels vont bien, qu'on trouve dans quelques endroits de Paris. C'est vrai. Et en fait, c'est arrivé. Et on n'en a pas rediscuté. Moi, j'étais gêné, etc. Ah oui. Et après, on a fait un dîner avec mes amis. On a reparlé justement de ma notoriété, tout ça. Et c'est là que ma mère a dit oui, parce que quand on se balade avec Maëlle, ça arrive quand même souvent, avec une fierté. Et j'étais là. Oh. Trop mignon. Voilà. Donc elle t'admire un petit peu quand même aujourd'hui. Bah oui. Enfin, je sais pas. Oui, je crois, faudrait lui demander. Tout de suite, un appel à un ami. Trop mignon. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'éducation que ta mère t'a donné justement qui fait que t'es pas devenu le bourrin de base qu'on peut voir dans tes vidéos? Justement, on parlait de la gentillesse, je pense que c'est ça. Elle a une gentillesse incroyable et sans borne, et parfois à des niveaux de moi d'incompréhension qui sont
qui s'en fout, mais c'est trop bien. Enfin, et je pense que c'est ça qui... Par exemple, comment ça se traduit? Est-ce que j'ai des exemples en tête? Non, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai que parfois elle peut se mettre en difficulté, alors vite fait, mais parce qu'elle elle veut pas froisser les gens, parce qu'elle veut leur faire plaisir, etc. Et puis voilà, c'est le modèle de l'époque où elle a tout donné pour ses enfants. Enfin, il y en a aussi aujourd'hui, hein, mais et elle nous a toujours fait passer avant, et je trouve ça à la fois incompréhensible et en même temps, bah, c'est super parce que du coup, on a de ce côté-là, on n'a jamais manqué d'amour, de soutien, etc. Donc je pense que c'est ça qu'on en retire, quoi. Comment elle s'appelle, ta mère? Dominique. Ok. Bah, Dominique, on t'embrasse. T'as l'air d'être une personne formidable. Oui. J'espère qu'on se rencontrera à Paris. C'est quoi la chose la plus importante qu'elle t'ait transmise, ta maman? Bah, ça va être redondant, mais je pense que justement, l'attention envers les autres, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je crois que je ne l'ai pas toujours fait dans ma vie, mais j'essaye en tout cas de me diriger vers ça. Elle est vraiment attentive à tout, et à tous et toutes plutôt. Et donc, ouais, c'est plutôt. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aspire. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle m'a transmis, mais je crois que j'ai envie d'aller vers ça. Est-ce que c'est ta mère qui t'a transmis ton TDAH? Ton trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité? Ouais. Alors tu m'as fait rire parce que quand je t'ai demandé, alors est-ce qu'on peut parler du TDAH? T'as dit que c'était sans hyperactivité, hélas. C'est-à-dire que t'as juste un trouble de l'attention, mais t'es pas... Ouais, malheureusement. Tu travailles pas 22 heures par jour. Alors je peux. Justement, c'est Ouais. aussi le propre du TDAH, c'est que quand on a des projets hyper stimulants, on peut bosser dessus pendant 20 heures, etc. Mais j'ai pas l'hyperactivité de pas pouvoir rester en place, de faire 1000 activités sportives, etc. J'aimerais bien pour justement reprendre ma routine sportive. Ça serait hyperactif pour faire bon, du après, sport. quand je dis ça, je veux pas. Je sais qu'il y a aussi des inconvénients à l'hyperactivité, et voilà. Mais non, elle m'a pas transmis ça. Je pense que c'est plutôt du côté de mon père. Ok. Et voilà. Bon, et bah, Simer le daron. Et alors, j'ai lu que du coup, depuis plusieurs années, tu es sous Ritaline, Ouais. donc le traitement contre le TDA. C'est sympa ou pas? Ça fait quoi? C'est génial. Ah ouais? T'en as là? Il faut pas romantiser les médicaments, évidemment. Je suis sous Ritaline actuellement. Ouais. Ça se voit ou pas? Oui, non, j'ai été diagnostiqué il y a 2 ans, et le premier cachet de Ritaline que j'ai pris, j'étais là. Ah, ok, en fait, c'est comme ça que les cerveaux normaux ils fonctionnent. Alors, du coup, c'était comment le avant-après avec ce traitement? Bon, faut Qu'est-ce savoir... qui a fait que tu t'es dit, bon, en fait, j'ai un problème, peut-être que c'est le trouble de l'attention bah, ça fait des années où je vois bien qu'il y a des gens qui arrivent à rester concentrés sur des trucs qui sont pas passionnants, mais ils arrivent à le faire. Tout ce qui est tâches domestiques aussi. Enfin, faut savoir que le TDAH, c'est pas uniquement un trouble de l'attention, il y a plein de ramifications, il y a plein d'impacts différents, et il y a autant de vécu TDAH qu'il y a de personnes TDAH. Et donc, du coup, moi, il y avait des fois où c'était vraiment des murs, quoi. Et je pense que mon burn-out aussi s'est installé sur ce terreau-là de TDAH. Parce que c'est un terrain favorable, justement, au burn-out, à la dépression. Et donc, du coup, quand j'ai pris mon premier cachet de Ritaline, j'ai vu à quel point, en fait, les gens arrivaient à prioriser. Ça, par exemple, c'est un énorme défaut que j'arrive pas à prioriser, et voilà. Et vraiment de faire des tâches les unes après les autres, etc. C'est encore pas ouf aujourd'hui. Mais tu t'éparpilles moins qu'avant? Je m'éparpille moins, et aussi j'ose plus. Et ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que dans les témoignages de personnes adultes qui sont diagnostiquées TDAH, il y a beaucoup ce truc de j'ai l'impression d'avoir éclos très tard. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que moi, mes projets, ils explosent depuis que j'ai été diagnostiqué et depuis que je suis sous traitement. Après, t'as pas 50 ans non plus.
Pas encore. Mais c'est vrai que en fait, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, quand j'étais petit, mon grand rêve, c'était d'être comédien. Je pense que c'est une des seules constances que j'ai eues dans ma vie, d'avoir ce rêve-là. J'ai fait un bac théâtre et ensuite j'ai tout arrêté pour aller en droit. Et une des raisons que j'ai prises, c'est que je pensais que j'avais pas assez de persévérance pour faire ce métier. Et aujourd'hui, je vois que j'ai de la persévérance. Et donc, du coup, en fait, ce que j'ai pris comme étant de la persévérance à l'époque, c'était juste un cerveau qui n'arrivait pas à fonctionner correctement parce qu'il s'éparpille, parce qu'il ne priorise pas, etc. Et que maintenant, je vois que j'en ai beaucoup plus. Et que si j'avais été diagnostiqué beaucoup plus tôt, bah, peut-être que, je ne sais pas où j'en serais, peut-être que je serais Leonardo DiCaprio, je ne sais pas. Mais il y a un vrai impact justement par rapport à ça. Et alors pour les adultes qui nous écoutent et qui peut-être découvrent et qui ne sont pas familiers avec le TDAH, c'est quoi les signes qui font qu'on pourrait se dire « Ah bah tiens, peut-être que en fait, moi je suis aussi concerné, il faudrait peut-être que j'aille voir un médecin ». Comment tu t'auto-diagnostiques un peu Bon, c'est compliqué la question de l'autodiagnostic, mais en tous les cas... c'est quoi les quelques signaux En gros, le TDAH, c'est que ton cerveau produit pas assez de sérotonine. Alors, je fais vraiment une vulgarisation, peut-être que je vais me tromper, désolé. Mais en gros, il va, comme il n'y a pas assez de sérotonine, il va chercher des activités qui ont un retour sur un investissement en termes de sérotonine très rapide. Et c'est pour ça en fait, qu'on n'arrive pas à se concentrer. C'est-à-dire qu'on va commencer un truc, on va être « c'est génial ». Mais en fait, notre motivation va tomber en flèche et on va partir sur d'autres projets, etc. Parce que c'est quoi? C'est en fait la nouveauté, ça te fait monter la sérotonine et dès qu'il faut passer à l'action, en fait, il y a plus cette récompense-là. Ouais. Et donc, chez les gens qui n'ont pas de TDAH, par exemple, certes, faire la vaisselle ou certes, faire le ménage, c'est chiant, mais ça ne va pas non plus être insurmontable. Pour des personnes TDAH, ça peut l'être. C'est-à-dire qu'on ne va vraiment même pas arriver à se motiver. Et faire la vaisselle. Parce que ça, je déteste tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'aurais pas dû donner ces exemples. Non, mais en fait, en gros, c'est avoir vraiment... Tous les hommes hétérosexuels qui nous écoutent et qui disent « Putain, je savais que c'était le TDAH, chérie. » Et voilà. C'est pas parce que je suis un glandu. En gros, c'est... Enfin, pour moi, il faut se poser la question vraiment si vous trouvez que vous avez que vous avez des blocages, que vous avez des handicaps qui vous... des situations qui vous bloquent vraiment et que vous n'arrivez pas à les surmonter, ou il y a peut-être justement une suspicion par rapport à ça. Le souci aussi du TDAH, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait à la santé mentale en France, malgré le fait que ce soit une grande cause nationale, 2025, se délite de plus en plus. Donc, il y a très peu d'accès au TDAH, enfin au diagnostic TDAH. En général, quand on découvre un diagnostic TDAH, c'est en général un accident. C'est parce qu'on consulte pour autre chose et on se dit peut-être que voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi la question. Moi, je mets un point d'honneur au fait de politiser aussi le TDAH, c'est-à-dire que certes, c'est un diagnostic médical individuel, mais aussi c'est le symptôme politique d'un monde inadapté. Et je pense que quelque part, c'est aussi une résistance involontaire à l'ordre productiviste, conformiste. Et qu'aujourd'hui, plutôt que de soigner nos cerveaux, il faudrait plutôt soigner nos environnements scolaires, publics, professionnels. Et aussi valoriser la multiplicité des manières d'être attentif, de penser, de percevoir, de ressentir, ce qui fait aussi le sel de la vie. Et au fait, est-ce que Maëlle va bien? Oui. Non, mais ça me fait penser à chaque fois que je vois mes thérapeutes. Carrément, t'as une équipe. Oui. Il y a un crew de thérapeutes. À chaque fois qu'ils me posent la question, je sais jamais à quoi répondre. Mais je sais pas, c'est bizarre, non? Toi, tu vas bien? Bah ouais. Ok, d'accord, vas-y, tu te la pètes. Non, mais pourquoi je vais bien? On lance un podcast avec des invités qui sont déjà trop cool. Non, mais je sais pas. Tu vois, à l'instant T, oui, ça va super.
Est-ce qu'on parce a le que je droit suis avec d'aller toi. bien dans un monde qui part en vrille, tu vois? Ah. Moi, je considère que oui. Et moi, j'adore ce que je fais. Et tu vois, quand je regarde ce que je fais au quotidien, j'adore. Et je me sens bien. Quand je me perds un peu trop dans la fin du Oui. monde, je me sens moins bien. Bah, c'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a la question de est-ce que être heureux, c'est de droite? Bah, j'espère que la réponse est non. Mais d'ailleurs, en fait, bon, j'espère que les gens de droite sont heureux et que les gens de gauche sont heureux aussi. Oui. Mais non, mais oui, il y a effectivement le monde dans lequel on est qui nous aide pas. Mhm. Enfin, c'est pas le monde, c'est des personnes. Il Mhm. faut pas les déresponsabiliser. Mais non, globalement, pour répondre à ta question, ça va à peu près, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de la droite, est-ce qu'il y a un truc, un sujet sur lequel tu es un peu réac? Quand tu dis ah, ça c'était mieux avant quand même. Hein. Ou alors ah, les jeunes ils sont vraiment. Ouais, enfin, j'ai un truc de un peu réac, mais alors, reste avec moi. Mhm. Je déteste vieillir. D'accord. J'ai absolument pas envie de vieillir. Enfin, ça a déjà commencé, mais et vraiment, c'est pour moi. Enfin, je le vis beaucoup mieux que ce que je pensais. D'accord. Donc ça, c'est bien. Mais Juste pour le contexte, t'as quel âge aujourd'hui? 28 ans. Bah voilà. À 10 ans près. Non, je vais sur mes 38. D'accord. Mais donc, du coup, je déteste vieillir. Et alors, c'est réac parce que enfin, pour moi, c'est un truc socialement construit de culte de la jeunesse Mhm. qu'on nous vend, etc. Et je sais que j'ai un problème avec ça et que ce que je vois comme étant une décrépitude physique, c'en est pas forcément une. Et que, Je pense qu'il y a plein de gens qui adoreraient décrépir comme toi à 38 ans. Voilà, pour ceux qui nous consultent par la vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui était mieux avant, vraiment? Pascal Pro. Pascal Pro, Mais c'était ouais, mieux il avant. était mieux avant. Il était commentateur sportif. Il nous faisait. Mais il était bon ou pas? Bon, je sais pas, je suis pas hétérosexuel, mais mais en tout cas, il restait dans son couloir et c'était très bien. Qu'est-ce qui était pas mieux avant? Eh ben, Cyril Hanouna. C'était pas mieux avant? Il était vraiment, il a été. Il est mieux maintenant, Cyril Hanouna. Alors, c'est pas la question. Non, mais il était déjà vraiment dans le caniveau déjà à l'époque. Il avait fait plein d'émissions. Enfin, vraiment, son humour, pour le coup, très hétérosexuel, Mhm. était vraiment nul, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui sera mieux après? C'est la dernière question du podcast pour savoir, Ça va dépendre de la réponse. pour savoir sur quelle ambiance on s'est. Donc, je rappelle, hein, c'est vraiment un podcast, on se donne de la force, Ok, on d'accord. se réconcilie avec l'avenir. Bon, alors, ce qui va être mieux après, c'est la prise de pouvoir des Gen Z. Mhm. Les Gen Z, pour les moldus, c'est qui? Je sais plus c'est la génération juste après moi. Ouais. Je sais plus quelles sont les dates. Ceux qui sont nés quoi, année 2000? Ouais. Ouais, je crois. Mhm. Et qui, c'est eux qui, c'était dans quel pays qu'ils ont fait brûler leur parlement et qu'ils ont nommé un premier ministre sur Discord, etc. T'as pas l'info? C'était pas dans Black Mirror, ça? Non, justement, Non, j'ai c'est pas la arrivé il y a 2 semaines, je crois. Ok. Et ça donne de l'espoir. Alors, il faut pas brûler. Enfin, quoique. Donc, non. Une jeunesse qui parfois est quand même plus consciente de certains enjeux, Ouais, en fait, plus engagée. j'ai une espèce de fascination-répulsion pour les Gen Z. C'est-à-dire que je les trouve trop bien et en même temps, ils me font peur et en même temps, j'ai envie qu'ils m'aiment. En même temps, ils te font te sentir vieux parfois. Ouais, en plus, ouais. Et, La génération, les trentenaires, on commence à se sentir un peu en décalage avec une partie de la jeunesse et les tendances. Ouais, mais ils sont tellement droits dans leurs bottes sur le monde du travail. Tous les vieux managers qui se plaignent des Gen Z parce qu'ils respectent leurs horaires de travail, c'est incroyable. Ils veulent pas faire une minute de plus. Bah oui. Ouais. Donc, je trouve ça trop bien. Mhm. Bon, et après l'ASMR, est-ce que les hétérosexuels vont bien? C'est quoi la suite? Eh ben, il y a plein de projets qui arrivent. Ouais. Mais il n'y a rien qui est encore signé, donc je peux pas vraiment en parler.
Si le 8 décembre à l'Européen, je l'annonce pour la première fois ici, le 8 décembre à l'Européen, je fais des nouvelles interviews chuchotées. Donc t'interviews des politiques Ouais. et vous chuchotez tous les deux. Pas que des politiques. D'accord. Mais on parle d'engagement, de Ok. sujets sociétaux, etc. Le concept, c'est que ça se passe sur scène dans une cabine insonorisée vitrée avec des micros super sensibles à l'intérieur de la cabine. Et Elle va parler encore plus près des micros. voilà, je vais parler comme ça. Et le but, c'est que justement, l'invité n'a pas le droit de parler à voix haute. Il a un gage, ou elle a un gage si c'est le cas. Et le public a des casques. Ouais. C'est hyper important aussi. Et l'invité, il n'a pas des petits objets aussi pour faire des si, bruits Sur la table, il y a aussi plein d'objets pour répondre aux questions. J'ai des petites séquences amusantes comme vous. Ouais. Pour justement, par exemple, sur certaines questions, il doit répondre avec juste une activation de trigger d'objets sur la table. Voilà. Donc voilà, il y a ça et j'espère que ça va être pérennisé. Et il y a des projets de... je ne sais pas si je peux en parler. J'ai trop envie, mais non. Enfin, il y a d'autres... En tout cas, d'autres canaux. Ouais. Et potentiellement aussi la fin de Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Oh non. On essaie de finir sur un truc positif et nous dit que ce sera la fin. Oui, mais pas tout de suite. C'est pas encore la fin. On va profiter encore un moment. Oui. Bah, écoute, Maëlle, merci mille fois vraiment merci à toi, d'être venu, d'avoir été parmi les premiers invités. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ben, moi aussi. Je trouve ça très cool. Super. Je prends autant de kiff dans une interview comme ça, juste papoter. C'est trop chouette. Et je voudrais remercier aussi beaucoup Lisa Drian, Arnaud Huc, Valentin Després, Colline Vigo et Colline Balfroy qui ont travaillé à faire de cette émission une réussite. Merci 1000 fois, 12 000 fois même aux 12 000 membres du Club de Verre qui nous soutiennent tous les mois et qui nous permettent de faire tout ce genre de choses gratuitement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de publicité non plus dans ce podcast. Et ça repose un peu, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc merci 1000 fois. Si vous voulez nous soutenir et du coup avoir le droit aussi de poser des questions à nos prochains invités, rendez-vous sur www.ver.eco. Et vous pouvez nous écouter et nous suivre sur Spotify, Apple Podcast, bref, toutes les plateformes d'écoute audio. Donc suivez-nous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, il y a une petite cloche pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse en compagnie de ma grand-mère Mamina pour les coulisses du générique, puisque c'est vraiment elle qu'on entend dans le podcast. Voilà, à très bientôt. Merci encore, Maëlle. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. C'était mieux avant. Non, c'était mieux après. Après moi, je ne sais pas ce qu'il fallait dire. Bon, alors tu effaces. C'était mieux après.